Le face-à-face du mercredi 15 février avec Maxime Amblard pour son livre « Abondance et pénurie » aux éditions Perspectives Libres. Bonjour Maxime Amblard. Bonjour. Alors Maxime Amblard, vous avez écrit un livre vraiment passionnant parce que c'est un livre qui donne non seulement à penser, mais qui donne les faits, qui donne les chiffres. Et vous étudiez ce que c'est que l'énergie. Et vous dites, d'ailleurs c'est le sous-titre de votre livre, les armes pour mener le combat de la souveraineté énergétique, donc de la France, puisque vous parlez de la France. Or, en première partie d'émission, on a parlé du sabotage de Nord Stream, on a parlé du gaz, on a parlé du pétrole, on a parlé de l'électricité. L'économie, c'est l'énergie, sinon qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Alors, expliquez-nous un peu d'abord, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Rappelons, je veux dire aux auditeurs, rappelons, c'est quoi cette énergie sans laquelle nous ne pourrions rien faire? Et vous avez commencé, c'est très bien, par l'énergie de notre propre corps. Nous dégageons de l'énergie. Expliquez-nous. Ouais. Une fois n'est pas coutume, on va avoir un raisonnement un peu anthropocentré. Nous avons tous des besoins à satisfaire. Ça, jusque-là, tout le monde est d'accord. Et pour les satisfaire, nous allons réaliser des activités. Nous allons interagir avec le monde qui nous entoure pour pouvoir cuisiner des aliments, labourer la terre, etc. Toutes ces activités, en substance, en termes physiques, nécessitent de l'énergie. Et l'énergie est une forme de quantification de la transformation de l'environnement. Que ce soit par exemple, donnez-nous des quotidiens. On veut dire, quand on parle comme ça, entre nous, on transmet, on fabrique de l'énergie. C'est pas on fabrique, justement. La production d'énergie, c'est un faux ami. On convertit de l'énergie d'une forme en une autre. En fait, on va avoir à disposition de l'énergie qu'on appelle primaire, naturellement disponible. Donc, typiquement, pour notre corps humain, ça va être de la nourriture qu'on ingère. Et notre corps va se charger de la convertir de la forme chimique contenue dans les aliments en forme thermique pour nous maintenir à 37 degrés et mécanique pour qu'on puisse interagir, se déplacer et déplacer des objets autour de nous et également émettre des sons comme actuellement. D'accord. Alors donc ça, chacun d'entre nous, voilà, non pas fabrique de l'énergie, mais la transmet, la convertit d'une forme en une autre, afin de réaliser des activités dans le but de satisfaire nos besoins, de façon directe ou indirecte d'ailleurs. Donc le premier convertisseur, ce que j'appelle dans mon livre le convertisseur énergétique, à disposition pour satisfaire les besoins de l'humanité, ça a été nous-mêmes. Puis après, au fur et à mesure du temps, on s'est attaché à dompter, à maîtriser des convertisseurs énergétiques plus puissants, donc en termes d'énergie par quantité de temps, pour satisfaire nos besoins. Donc, le premier, ça a été le feu. Par exemple, le feu nous réchauffe plus que notre corps peut nous réchauffer, et donc, et convertisseur énergétique plus puissant. Puis après, la domestication animale, pour l'attraction animale ou le déplacement. Le cheval, le bœuf de labour, exactement. etc., oui. Puis après, les moulins à eau, les moulins à vent. Et au fur et à mesure du temps, on est passé du convertisseur énergétique biologique à un convertisseur énergétique artificiel. Le premier extrêmement puissant étant la machine à vapeur. Et la machine à vapeur a totalement révolutionné notre monde parce que ça nous a permis de décupler la puissance des convertisseurs énergétiques à disposition et de décupler la quantité d'énergie qu'on a à disposition pour réaliser nos activités. Donc augmenter la quantité d'activités qu'on peut réaliser et satisfaire davantage nos besoins. Donc en parallèle d'une augmentation de la population humaine, c'est réaliser une augmentation de la satisfaction de nos besoins. Exponentielle, énorme. Enfin, ça a explosé. Concrètement, ça a explosé avec la consommation d'énergie primaire que l'on a au fur et à mesure du temps. En fait, c'est directement corrélé. Et alors justement, cette révolution absolument de la machine à vapeur, et aujourd'hui, enfin, on voit très très bien où on en est, à la fois du point de vue de la technologie, de l'énergie, etc. Mais justement, l'abondance a été là, l'abondance est plus que jamais là, mais en même temps, on ne parle aujourd'hui que de pénurie d'énergie. C'est-à-dire, on s'est retrouvé dans les circonstances, regardez, on a dompté, voilà, le pétrole, le gaz, l'électricité, la fée électricité, et aujourd'hui on dit, mais où ils sont disparus? Pourquoi sont-ils si chers? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est drogué au pétrole, enfin aux hydrocarbures en général, même si on continue à consommer massivement du charbon. Pour rappel, quand même, le mix énergétique mondial, c'est quand même un quart de charbon, un quart de pétrole, un quart de gaz à peu près. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui. Donc, un quart charbon, un quart pétrole, un quart gaz. Et le quatrième quart? Le quatrième quart est composé d'hydraulique, de nucléaire, de renouvelable, de tout ce qui reste en fait. C'est ça, oui, d'accord. Donc autant dire qu'on... oui, les trois premières quand même, c'est ça, il faut pas l'oublier. Au niveau mondial, oui. Vous voulez dire que le nucléaire, l'hydraulique, les éoliennes, le solaire, c'est dans le dernier quart? Exactement. Faut le rappeler, ça c'est important. C'est très important de remettre les choses en perspective. Et en France d'ailleurs, en consommation finale, le pétrole et le gaz représentent 60% de notre consommation énergétique finale. Donc la France n'est pas un pays tout nucléaire, contrairement
contrairement à ce Oui, qu'on parce qu'on dit, veut oui, dire. oui, Voilà, c'est 25% d'électricité comme le nucléaire compose 70% de l'électricité, 70% de 25, ça fait 17%. Voilà. C'est ça, Donc 17% de nucléaire à la fin. Ouais. Donc c'est loin d'être tout nucléaire. Et du coup, comme on s'est drogué, on est devenu dépendant au pétrole parce que c'est une énergie fantastique, le pétrole. C'est extrêmement dense, c'est liquide, donc facile à transporter. Elle se convertit d'une forme en une autre en la brûlant concrètement, donc c'est très facile, c'est pilotable, etc. Donc ça a tous les avantages. Mais le problème, c'est que le pétrole est une énergie fossile, comme le gaz ou le charbon. C'est qu'il y en a une quantité limitée sous terre, du moins le temps de renouvellement de cette quantité est largement supérieur à autant d'utilisation. C'est plusieurs millions d'années, et on utilise ça à plusieurs dizaines d'années plutôt. Donc au bout d'un moment, mathématiquement, on sait qu'il n'y en aura plus. Et il s'avère qu'on commence à arriver à la période là où il y en a de moins en moins et le pic de pétrole conventionnel est déjà passé en 2008, le pic du pétrole non conventionnel est certainement passé en 2018 où il va pas tarder en tout cas. Vous appelez conventionnel Ah oui, conventionnel, ou non non conventionnel. Le conventionnel, c'est le pétrole qui s'extrait facilement. Donc on perce un trou, c'est liquide, ça sort, c'est facile, c'est fantastique. Le pétrole comme au Texas au début, quoi. Exactement, comme à l'époque de Rockefeller. Ouais. Mais le pétrole non conventionnel, c'est un pétrole de roche-mère. Il y a des demandes énergétiques plus importantes, Ou des gaz de technologies schiste, plus, etc. voilà, exactement. Ouais. C'est plus compliqué au sens énergétique du terme. Ça demande plus d'énergie pour aller l'extraire. Du coup, le rendement, le taux de retour énergétique est plus faible en quelque sorte. Et là, on en arrive à la période où il y en a presque plus. Enfin, il y en a presque plus. On arrive au pic. Pourtant, en tout cas, on arrive à la moitié. On est vraiment arrivé au pic parce que on dit mais non, c'est pas vrai. Il y a encore énormément de gisements, etc. L'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'en tout cas le pic du pétrole conventionnel est passé. Lui, le pic du pétrole non conventionnel va pas tarder à passer en tout cas. Est-ce qu'on a une idée même si c'est on a une idée de la période où je sais pas, ça sera complètement épuisé, mais enfin pratiquement. On a une idée ou pas? La fin du siècle à peu près, quand on voit les projections. La fin du siècle, en tout cas pour le pétrole. Le gaz, ça va durer un peu plus longtemps. Et le charbon, il y en a encore énormément, contrairement à ce qu'on pense. Il y en a encore énormément. Mais pour le pétrole, qui est quand même extrêmement commode, c'est d'ici à peu près la fin du siècle. Après, je peux pas faire de prévision exacte, mais c'est les ordres de grandeur. Et le fait d'arriver au pic et que la France, puisqu'on va parler du cas de la France, soit importatrice de toutes ces énergies fossiles, on n'en produit pas sur notre territoire, fait que les premiers à subir les conséquences d'un tarissement de l'approvisionnement, d'une contraction de l'approvisionnement, ça va être les pays importateurs, forcément. Donc nous, les premiers. Et ça va se matérialiser, pas d'une augmentation lente et continue du prix du prix du pétrole ou quoi que ce soit, ça va se caractériser sur une fluctuation plus importante. En tendance à augmenter. On le voit déjà. La fluctuation augmente depuis même les chocs pétroliers, en quelque sorte. Ça augmente et ça ne fait que s'accélérer depuis à peu près 2005. Donc, pour en revenir à mes convertisseurs énergétiques, ce qui est le facteur limitant de la réalisation des activités humaines sur Terre, c'est la quantité d'énergie à disposition pour les réaliser. Bien sûr. Donc, soit c'est la quantité de convertisseurs énergétiques à disposition pour convertir de la forme disponible dans la nature à la forme qu'on utilise. Ce qu'on appelle les convertisseurs, c'est quoi? Gaz, pétrole, tout. Non, les convertisseurs, c'est des machines. C'est des machines. Donc, ça va être une centrale nucléaire, ça va être un moteur à combustion, ça va être une éolienne, ça c'est un convertisseur énergétique, ça va être le corps humain, c'est un convertisseur énergétique aussi. Soit de l'autre côté, c'est la quantité d'énergie primaire que l'on met dans nos convertisseurs qui peut manquer. Ça c'est les deux facteurs limitants. Il s'avère que dans l'histoire de l'humanité, en premier ordre, ce qui a été limitant, ça a été toujours le parc de convertisseurs énergétiques à disposition. Voilà, ça a été soit le corps humain, ça dépendait de nous, soit les animaux, soit le feu, etc. Donc c'était quand même assez limité. Et puis maintenant, on a énormément de machines, mais ce qui va commencer à manquer, par manque d'anticipation surtout, c'est l'énergie qu'on va mettre dans ces machines, pour les convertir. Donc le pétrole, le gaz et le charbon. C'est pas l'énergie, c'est pas le... Exactement, elle est toujours disponible dans la nature, cette énergie, il faut aller la trouver. Et c'est pour ça que l'énergie renouvelable, par définition, a une quantité d'énergie disponible infinie, parce qu'elle est renouvelable, mais c'est sa capacité de conversion énergétique sur un territoire donné qui, elle, est limitée. En fait. Donc la quantité d'énergie développable par unité de temps. Alors, et on va en parler justement après cette petite pause, ce qui est absolument incroyable, c'est que le nombre de guerres et tout ça provoqué par l'énergie, suscité par le conflit des énergies, suscité par le manque est énorme, et nous sommes aujourd'hui en plein dedans, on le voit, mais il y a eu dans l'histoire, il y a eu, et
puis plusieurs exemples assez dramatiques. Et puis on va parler aussi des énergies renouvelables et des intermittents du spectacle, les éoliennes, les panneaux solaires et compagnie, avec Maxime Amblard. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio. On attend vos appels. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Un très bon manuel de savoir-vivre en énergie pour toutes les générations, abondance et pénurie, de Maxime Amblard aux éditions Perspectives Libres. Alors Maxime Amblard, au fond, oui c'est ça, c'est très bien. Vous avez rappelé d'ailleurs que l'électricité n'est pas tout. Vous rappelez que effectivement sans essence, il n'y aurait pas de camion et que Paris et les grandes capitales mourraient de faim en quelques jours, etc., etc. Rappeler, remettre un peu là les pendules à l'heure. Mais alors justement, parlons-en des pendules à l'heure. Aujourd'hui, voilà, on a vu ce qui s'est passé avec le conflit russo-ukrainien, les prix qui explosent, manque de gaz, pétrole, le Nord Stream et compagnie. Enfin, la dépendance, on achète du gaz de schiste aux Américains à 4 fois le prix, notre dépendance presque absolue vis-à-vis de tout cela. Mais alors, vous parlez, j'étais étonné, vous dites, les armes, après, vous dites, pour mener le combat de la souveraineté énergétique. Ben, elle n'existe pas, souveraineté énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut être souverain? Comment peut être envisagée la souveraineté énergétique dans un pays qui est strictement importateur de matières premières? Alors, tâchons déjà de revenir à la définition de souveraineté énergétique. Allons-y. Parce qu'on entend beaucoup parler de souveraineté énergétique, mais personne ne définit le terme. Déjà, la souveraineté. La souveraineté, c'est avoir le pouvoir décisionnel sur une zone géographique donnée et sur les entités morales et physiques, vous, nous, les entreprises, etc., qui sont sur cette zone-là, sans être soumis à des pouvoirs décisionnels extérieurs. Absolument. Voilà. Sans être soumis à des puissances extérieures qui vous dictent votre comportement. Exactement. Une fois qu'on a pris les décisions, ça c'est bien. Si on peut les prendre souverainement, c'est encore mieux. Mais encore faut-il pouvoir les réaliser, pouvoir réaliser les activités qui découlent de ces décisions. Et réaliser quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le monde concret dans lequel nous sommes, ça demande de l'énergie. Et c'est là où arrive la notion de souveraineté énergétique. La souveraineté énergétique, c'est s'assurer d'être en capacité de pouvoir réaliser les activités humaines qui découlent des décisions souveraines que l'on prend. Et donc, en conséquence, ce que je mets dans mon livre, c'est que la souveraineté énergétique, c'est garantir un approvisionnement énergétique stable, soutenable et commode pour les entités morales et physiques de la nation qui en ont besoin. Les entreprises, les particuliers, etc. Exactement, alors, sur une zone géographique donnée. Ça veut dire quoi? Vous seriez aujourd'hui Premier ministre de la France en charge de mener la politique de la nation. Je rappelle que c'est la Constitution de la Ve République, c'est pas le président. Mais enfin, faire quoi, ça veut dire? Concrètement, c'est prendre en considération les contraintes qui pèsent sur les sources d'énergie qu'on a à disposition. Donc pétrole, gaz, charbon, biomasse, hydraulique, nucléaire, éolien, solaire, etc. Il y a des contraintes physiques intrinsèques qui sont associées à ces sources-là, qui font qu'on ne pourra jamais les dépasser, il faut faire avec, etc. Ces contraintes, ça peut être sur les gisements, quelle est la quantité de ressources disponibles encore sous terre, par exemple, pour les énergies de stock. Ça peut être les impacts environnementaux, les impacts sanitaires, le taux de retour énergétique, ou même le prix de l'électricité. Voilà, c'est toutes sortes de contraintes. La souveraineté énergétique telle que je la définis, c'est minimiser toutes ces contraintes sur la zone géographique dans laquelle nous sommes. Alors prenons un exemple par Maxime Amblard. Là aujourd'hui, le gaz de schiste est non seulement interdit d'exploitation en France, mais interdit d'exploration, comme vous le savez. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ou pas, on n'en sait rien. Mais vous, par exemple, vous seriez pour qu'on essaye d'utiliser ça aux grandes dames des... Justement, non. En fait, ça, la motivation première qui serait de on veut l'exploiter, c'est parce que c'est quelque chose de commode à utiliser, le gaz ou le pétrole. Par contre, les contre-arguments qui font que vaudrait mieux pas les exploiter, parce que en France, on en aurait, mais encore que pour quelques années, ça ne ferait que repousser le problème. Et les impacts sanitaires et environnementaux de l'exploitation du gaz de schiste sont catastrophiques. Et on a une densité de population qui est autre que dans le Wyoming américain. C'est clair. Donc autant dire que moi je ne souscris pas à l'exploitation du gaz, et je dis c'est même une chance en fait que la France et l'Europe n'aient pas forcément beaucoup de ressources énergétiques, en tout cas fossiles. Ça va nous obliger à être quasiment les premiers au monde à devoir essayer d'avoir une économie industrielle sans énergie fossile. Mais basée sur quoi, justement? C'est la question. La conclusion à laquelle j'arrive sur les énergies qui sont les plus compatibles avec la souveraineté énergétique, c'est tout d'abord l'hydraulique.
tout ce qui est hydraulique, on doit l'exploiter au maximum de sa capacité dans notre Hydraulique. les barrages fluviaux, donc au bord de fleuves, et les barrages de montagne. Ensuite, c'est le nucléaire. Voilà. Désolé pour ceux qui sont contre, mais c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Le nucléaire, notamment de surgénérateurs qu'on a, qui était Phoenix ou Super Phoenix en France. On a laissé tomber Astrid, etc. Astrid était le prolongement de tout ça, donc c'est le nucléaire surgénérateur qui arrive. Puis après, le nucléaire de 3e ou 2e génération tel qu'on l'a actuellement. Et ensuite arrive un peu plus loin la biomasse, l'éolien, le photovoltaïque, qui est très loin derrière. Très loin, oui. Le charbon, le pétrole, le gaz. Le pétrole et le gaz parce que impacts sanitaires environnementaux catastrophiques et les réserves vont être vraiment très ric-rac d'ici la fin du siècle, donc autant s'en passer et planifier ça le plus tôt possible. Et le charbon, même s'il y a énormément de réserves, on sait très bien que les impacts sanitaires environnementaux sont faramineux. Pour ce qui est des impacts environnementaux, le charbon a un impact 170 fois supérieur à celui du nucléaire, qui a l'impact environnemental le plus bas. Et l'impact sanitaire, c'est pareil, 54 fois supérieur à celui du nucléaire, qui a l'impact sanitaire le plus bas, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pour ça qu'on a fermé une partie des centrales nucléaires et qu'on a rouvert les centrales à charbon. Ça, c'est une autre question. Oui, non mais Maxime Amblard, très bien, mais attendez. Et puis, ah oui, juste, vous ne parlez pas de l'océan, il n'y a rien à faire avec l'offshore, l'océan, etc. L'océan, ça reste en fait... la France avec sa surface côtière assez extraordinaire. L'océan, ça peut être de l'éolien offshore, mais ça a les mêmes contraintes que l'éolien terrestre, que c'est de l'énergie diffuse, difficile à extraire, qui demande intermittente, qui demande des infrastructures et une consommation de métaux par énergie. Donc vous dites l'hydraulique d'abord. L'hydraulique. Le nucléaire, la biomasse, l'éolien, le photovoltaïque, de façon raisonnable dans le mix électrique, et on essaie de se passer au maximum du gaz fossile, en tout cas. Moi, je propose dans mon livre de faire du gaz synthétique, mais on va pas aller aussi loin, mais du gaz fossile, du charbon et du pétrole. Et alors, effectivement, est-ce que c'est dans la perspective, enfin, dans ce que, et ce n'est pas du tout politique la question, mais du point de vue de la France telle qu'elle est aujourd'hui, et on parle beaucoup de la nécessité de la réindustrialisation, la nécessité des infrastructures, est-ce que c'est faisable et comment? Est-ce que c'est, je ne dis pas à l'horizon de quelques semaines ou mois, mais à l'horizon d'années, qu'est-ce qu'il faut changer complètement par rapport aux directions dans lesquelles... en fait, il faut profiter du fait qu'on ait encore du pétrole pour essayer de faire en sorte que ce soit faisable. Parce que sans pétrole, ça va être beaucoup plus compliqué, forcément. Donc notamment construire un nouveau parc nucléaire, parce que dans le scénario que je développe, qui, en termes de consommation d'électricité, moi je dis 2050, mais ça peut être 2060, 2070, c'est une date n'importe laquelle, je table sur une perspective de 1000 TWh, quand RTE est plutôt à 600 TWh, donc on a quand même, par an, hein, donc on a quand même une grosse différence, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir... en gros, 70 EPR2 sur le territoire français. On a combien aujourd'hui? Là, on n'a pas d'EPR sur le territoire français. On n'a pas d'EPR du tout. En fonctionnement, non. Mais on a des 900, et on passe comment de 0 à 70, cher Maxime Amblard? Alors, c'est pas tout à fait 0, parce qu'on a encore on a déjà des réacteurs quand même sur le territoire français. Mais ça veut dire en rajouter une quarantaine quand même, à peu près. Hein. On fait comment? On s'y prend à l'avance, on planifie, on anticipe, on a une vraie volonté politique derrière, évidemment, et on y met les moyens. Mais on y met les moyens financiers, mais surtout énergétiques. Donc on met les hommes et on met les matières qui vont pour faire ces réacteurs nucléaires. Donc et on s'y engage pleinement. Ça nécessite... Aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ça nécessite du pétrole. À terme, il faudra faire en sorte de faire ça sans pétrole. Et c'est le fait de boucler comme ça, de faire, de pouvoir fabriquer des convertisseurs énergétiques, éoliens, photovoltaïques, biomasse ou nucléaire, juste avec de l'énergie qui provient de ces sources-là, là, ça va être plus compliqué et ça va être sûrement plus cher. Qui dit plus compliqué dit forcément plus cher d'ailleurs. Oui, on retrouve toujours au choix politique, au choix, aux priorités. Malheureusement, oui. Et c'est ce à quoi je m'attache dans mon livre, c'est justement de ne pas faire de politique, de ne pas faire d'idéologie, de ne pas donner d'opinion, mais de raisonner que sur des faits. Parce qu'il y a, malheureusement, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais il y a quand même dans ce monde des gens qui s'attachent à établir des faits, des choses observables, mesurables, quantifiables et intangibles. Et ça n'a pas le même poids argumentatif que des opinions.
Voilà. On peut rêver d'un monde 100% renouvelable, mais il faut dire ce que ça va impliquer derrière. Ça va forcément impliquer une réduction de la quantité d'activités humaines qui pourront être réalisées, et donc de besoins humains satisfaits. Et à population constante, ça va c'est réduire notre niveau de vie. Niveau de vie, absolument. Voilà. Donc vous, par exemple, c'est ce que vous dites. Vous dites donc, effectivement, aujourd'hui, enfin, pour vous, les éoliennes, c'est quelque chose à utiliser, mais extrêmement relativement et de manière extrêmement calculée, limitée, quoi. C'est quelque chose à utiliser. Ce serait dommage de ne pas utiliser des éoliens là, enfin de ne pas exploiter le vent là où il y a du vent quand même en abondance. Ce serait dommage, mais de façon raisonnée. Pas de façon dogmatique en disant on en veut 100%. Non, de façon raisonnée, raisonnable d'ailleurs. On va en mettre une certaine quantité parce que sinon ça consomme trop de métaux, parce que voilà, il y a les contraintes que je cite dans mon livre vis-à-vis de ça. Oui, mais Maxime Blard, vous savez très bien que l'énergie n'a pas de frontières. Et comment faire s'il n'y a pas, je ne dis pas sans frontières, parce que ce n'est pas du tout la question, mais comment faire pour qu'un certain nombre de nations s'unissent ensemble, qu'il y ait un tout petit peu de solidarité là-dessus. On a l'impression qu'on est très loin de ça aujourd'hui. C'est la guerre de tous contre tous, et je fais pas de politique là. Oui. Bon, après, si on est souverain, on doit respecter la souveraineté des autres aussi. Hein. Donc, ils font ce qu'ils veulent là dans leur pays. Et je suis pas content que les Allemands essaient insidieusement de nous imposer leur mix énergétique en essayant de nous faire fermer des centrales nucléaires par l'intermédiaire de l'Union européenne. Et je serais pas d'accord qu'on leur impose des centrales nucléaires de leur côté. Par contre, on a été suffisamment intelligent pour recopier des décisions qui sont pas forcément les bonnes, qui viennent des États-Unis, de l'Allemagne, etc. Je gage que l'être humain étant une espèce profondément mimétique, si on commence à avoir des bonnes idées, à les appliquer, à voir que ça marche, d'autres pays vont s'en inspirer quand même. D'accord. Eh ben, écoutez, en tout cas, vous ouvrez un sacré dossier, et encore une fois, c'est bien de remettre l'église énergétique au milieu du village, de rappeler les proportions, parce que on a tendance à les oublier, hein, rappeler la hiérarchie des priorités. Lucien, est-ce que nous avons des auditeurs? Et du coup, nous avons beaucoup d'appels au 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler, vous avez la parole. Et on commence avec Jacques des Landes. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à tous les auditeurs, et bonjour je veux dire sur le bureau. Voilà, je me permets de vous appeler, parce que voilà, bon, j'ai presque 70 ans, mais pourquoi moi qui, bon, tout juste, comme on dit, le certificat d'études, mais j'avais un parent qui était assez très proche, qui a fait Paul-Émile Victor, les îles Kerguelen, les années dans les années 60, etc. Quand il est revenu, il nous a annoncé à la famille, à 2050, augmentation de l'eau de 3 à 6 mètres, donc la moitié d'Arcachon, hein, si vous voulez, dehors. Et le carré, enfin un carré, mais Bordeaux, Lyon, Marseille, donc tout ce sud inondé, de la France. Inondé. Non. C'est la sécheresse qui monte celle qui est du nord de l'Espagne, qui sera comme ça, c'est-à-dire. Donc, pourquoi moi, je savais que, donc on parle de changement de la couche d'ozone depuis, etc. Donc, soit les lobbies sont très forts, parce que bon, si on annonce qu'Arcachon des maisons de 1 million ne valent plus que 100 000 euros parce qu'elles vont prendre un champ, ça va. Donc pourquoi, alors le monsieur qui a fait le livre, c'est pour ça que je réagis, parce que bon, il faut qu'on arrive en 2020, bon, pour faire des planifications. Mais tous ces ingénieurs qui étaient donc avec Paul-Émile Victor et qui savent, puisque le GIEC est en moment avait fait, et monsieur Allègre qui était en moment un peu contre ou des trucs, il s'est fait taper dessus en disant, bon, si vous vous en souvenez. Mais pourquoi, je veux dire, soit on va, comme monsieur dit, soit on planifie, mais vraiment en tapant du poing sur la table, parce que, voilà, hier j'entendais donc les viticulteurs, les choses, mais tous les ans ils vont se plaindre. À Bordeaux, ils vont faire du manioc dans 10 ans. Donc, c'est comme ça. Donc, moi qui suis, moi des fois je râle quand j'entends que, comme tout, que les lobbies nous passent par rapport à cette France, et par rapport maintenant qu'on est rentré, parce que moi... mais on vous a bien entendu, Jacques. Je voudrais quand même que Maxime Blard réponde. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, il a entendu le GIEC, il a entendu son parent qui revenait chez Paul-Émile Victor et qui lui dit, voilà, 2050, et on se rappelle des prédictions, hein, la famine, rappelez-vous le Club de Rome, l'an 2000, ça va être la fin du monde, ou presque. Alors, il y a eu ça aussi, qui a beaucoup impacté, hein, Maxime Blard. Mais visiblement pas suffisamment, ça n'a pas suffisamment impacté la population pour qu'elle ait envie de voter pour des personnes qui ont ça en tête et qui agissent en conséquence.
Il y a le politicien, il ne fait que répondre aux sentiments, aux préoccupations de la population pour justement se faire réélire. Si la préoccupation principale de la population, c'est le pouvoir d'achat, à juste titre, hein, je ne dis pas que c'est mauvais, mais le pouvoir d'achat, la sécurité, que ce soit, le politique va répondre en priorité à ces questions-là. Non, mais la question de Jacques, c'était le discours apocalyptique qui continue encore chez certains. Voilà, et on est. Rappelez-vous l'inondation, les villes vont être inondées, le niveau de la mer va hausser, etc. Pour vous, ça fait partie quand même. C'est dans cette problématique aussi que ça. C'est la problématique climatique et environnementale qui est la conséquence de l'impact néfaste de nos activités sur la planète. Impact néfaste que l'on ne neutralise pas, que l'on ne gère pas. En fait, la planète, c'est la poubelle géante. Hein, donc, quand on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, on s'en occupe pas. On le balance dans l'atmosphère, contrairement d'ailleurs aux déchets nucléaires que l'on gère et que l'on neutralise. Hein, je tiens à préciser. Et il y a quand même a raison, hein, je veux dire, c'est quand même des études scientifiques qui y a derrière les rapports du GIEC, etc., qui font certes des prédictions, mais sur la base d'observations réelles. Après, comme toute prédiction, il y a forcément une incertitude. Mais il y a quand même de quoi s'inquiéter. Il y a quand même forcément de quoi s'inquiéter. Après, pourquoi on n'agit pas plus tôt ? Ça c'est une autre question. On va tourner une rapide page de pub, mais vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Et après la pub, on accueillera César de Bayonne. À tout de suite sur Sud Radio. 13h46 sur Sud Radio. Vous avez la parole via 0826 300 300 pour interpeller Maxime Amblard et son livre Abondance et pénurie. Et on accueille César de Bayonne. Bonjour César. Oui, bonjour César. Bonjour à tous. Ravi de vous saluer André. Bonjour à Maxime Amblard. Bonjour. Oui. On vous écoute, César. Alors, je m'interroge, je me demande s'il n'y a pas des partis politiques en France, comme dans d'autres pays, qui ne sont pas en fait des faux partis, des partis au service des intérêts américains. Parce que je remarque souvent que les Verts, par exemple, pour ne citer que ce parti, souvent beaucoup de gens de ce parti sont pour la ruine du pays. Ils sont pour qu'on vive un peu comme des cons, c'est-à-dire juste avec des choses comme des éoliennes ou des choses comme ça. Et ils se fichent complètement du désastre que ça représente. Mais par contre, quand on utilise du gaz de schiste américain qu'on paye 4 à 5 fois plus cher, il n'y a pas de problème. Quand c'est des Chinois qui nous vendent des trucs, il n'y a pas de problème. On les entend pas. Je remarque... Allô ? Oui, on vous entend. Je disais, on ne les entend pas. On ne les entend pas, voilà, on ne les entend pas. Et donc, je suis impressionné que dès que c'est pour proposer, entre guillemets, aux Français de vivre un peu comme des cons, il n'y a pas de problème. C'est l'écologie de la doxa. Mais par contre, dès que c'est pour les Américains, là, par contre, tout va bien. Dès que c'est et quand il y a des ingénieurs comme M. Amblard, par exemple, qui est là aujourd'hui, ou comme le professeur Raoul qui nous parle de l'hydroxychloroquine, là, par contre, ça va pas dans les intérêts de la doxa, ça devient complotiste. Je trouve que c'est un petit peu facile, cette ambiance dès que des scientifiques sérieux proposent des choses, ça devient... C'est pas intéressant, c'est complotiste, c'est le fascisme même, comme le dit Sandrine Rousseau. Ouais. Et par contre, dès qu'on propose des choses de la doxa qui arrangent les intérêts, alors que je vous donne un exemple, les Verts, ils sont très puissants en Allemagne, il y a plein de centrales à charbon. Vous voyez, il y a une ambiance qui est complètement n'importe quoi. Et je voulais juste m'interroger là-dessus, voilà. Très bien, merci César. Oui, c'est la contradiction quand même, Maxime Amblard. Hein. Je parlais en tout cas dans le cadre de l'énergie. Moi, je vais pas m'orienter. Non, mais c'est dans le cadre de l'énergie, parce que il faut choisir quand même ses priorités, parce que sinon, oui, bien sûr, vous n'êtes pas dans le ciel, dans la planète Mars, loin des réalités. Qu'est-ce qui se passe là ? Là, il se passe, par exemple, c'est très intéressant. C'est vrai, non mais, vous dites, par exemple, le gaz de schiste. Regardez, vous venez de dire, c'est vraiment une catastrophe. Je constate quand même que nous achetons du gaz de schiste aux Américains à un prix tout à fait remarquable, qu'on n'entend pas un mot. Alors vous me dites, c'est pas à moi de critiquer les écologistes, mais quand même, on n'entend pas un mot des passionnés de l'environnement. Ils vont pas mettre ça en avant forcément, mais oui. Moi, en tout cas, j'interprète ça, c'est mon opinion personnelle, c'est qu'une opinion, ça vaut ce que ça vaut, mais d'un manque d'anticipation. Alors à la fois d'une vue idéologique, donc ils étaient convaincus, et sans regarder vraiment la réalité qu'il y a derrière, mais ils s'étaient convaincus que il fallait aller dans une direction en particulier. Ils n'ont pas anticipé les conséquences, ou ils les ont pas vues tout simplement, et
ils ont du mal à se remettre en cause et à se dire on s'est trompé de chemin, il faut revenir en arrière. Mais même en général, pas que sur le point de l'énergie, mais en général, c'est difficile de se remettre en cause, de se remettre en question et de changer de chemin, d'affirmer qu'on s'est trompé de chemin et de le changer pour essayer une autre voie qui pourrait être meilleure. Et quand on est presque dans une logique religieuse, comme il y a dans certains partis ou même dans certaines associations, pour contre une énergie ou pour certaines autres, on est imperméable à la rationalité et on est imperméable aux faits, en fait. Quels que soient les arguments qu'on va pouvoir leur avancer, ils vont pas les voir, ils ne veulent pas les voir. Ils veulent pas, oui, c'est le déni. Vous savez, et ce que vous dites est très très exact, et dans beaucoup de domaines, tout le problème, et c'est vraiment grave, c'est qu'on considère que son parti pris est une religion, et donc si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un mécréant. Et on le prend personnellement, en plus, quand on attaque son idée, on sent une attaque sur nous, donc forcément on va se défendre. Oui, ce qui quand même n'arrange pas les priorités à prendre. Hein. Oui, donc je pense pas que ces partis-là soient vraiment en lien direct avec les Américains, quoi que ce soit. C'est juste conséquence des événements qu'ils subissent, en fait. Et comme on n'a pas vraiment le choix, on va vers les Américains parce qu'ils nous proposent de nous fournir du GNL. Et comme on n'avait pas établi des contrats à long terme comme d'autres pays, on se tape des prix du GNL 4 fois supérieurs parce que c'est le prix du marché. Ils sont comme ça, en fait. Et on subit. Voilà. Oui, bien sûr. Et voilà, on n'a pas anticipé une fois. Et c'est ce que je plaide pour ça. Je plaide pour de la planification, de l'anticipation, de la réflexion pour justement éviter de subir la période de pénurie qu'on commence à avoir et qui va se poursuivre, qu'on ne la subisse pas, qu'on finisse pas, comme disent certaines autres personnes, dans une perspective de Mad Max, mais dans une perspective où vraiment on anticipe cette contraction énergétique, on la planifie, on s'organise en conséquence. Mais cher Maxime Amblard, il y a un commissariat au plan, il faut aller voir Monsieur Bayrou. Oui. Oui, ça vous fait rire. Moi aussi. Merci beaucoup César. Et on va dans l'Ain, à Yenne, accueillir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, on vous écoute Pierre. Alors, moi j'ai une remarque à faire. Je voudrais avoir votre avis, monsieur. C'est très intéressant ce que vous dites. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'avoir une écologie de compétences et pas idéologique. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, on est capable de brûler des tonnes et des tonnes de déchets collectifs et de traiter les fumées. Et quand on veut lancer un tout petit réacteur pour brûler des déchets préparés et offrir de l'énergie thermique à un industriel qui est au bord de la rupture à cause des coûts énergétiques, on a les mêmes autorisations à remplir, les mêmes qu'un incinérateur, et donc on n'avance pas. Donc je pense, et la question c'est celle-là, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter cette idéologie, cette écologie idéologique et ne pas avoir une écologie de compétences et de gens sachants comme vous l'êtes, monsieur ? Maxime Amblard. Je ne peux qu'être d'accord, mais après, il y a la liberté d'expression, il faut que tout le monde s'exprime. Oui, mais tout le monde s'exprime, mais il faut décider à un moment donné. Oui, il faut décider. Il faut mettre les personnes qui ont ces compétences-là, forcément. Comme dans toute entreprise, d'ailleurs, on essaie de mettre les gens compétents aux postes qui vont bien. Donc oui, je ne peux être que d'accord, mais c'est plus compliqué à faire qu'à dire, malheureusement. Exactement. C'est certain, mais en tout cas, c'est un constat qu'on est obligé de faire. Lucien. Merci beaucoup, Pierre. Et on accueille Nour du Val-de-Marne. Bonjour, Nour. Oui, bonjour, Nour. Bonjour, monsieur André. Bonjour à votre invité, monsieur Amblard, c'est ça? Oui, voilà. Je voulais vous faire un avertissement, monsieur Berkoff. Oui. Concernant monsieur Simon Hersch, excusez-moi de faire une introduction. Bientôt, dans 10 mois, vous allez avoir 85 ans. Et d'après les médias stream, ils ont félicité monsieur, comment il s'appelle, Simon Hersch, ils ont dit qu'il a dénoncé la guerre de... oui, il a parlé du sabotage de Nord Stream, voilà. C'est ça. Oui. Oui, voilà. Donc les deux dénonciations par rapport à la guerre des prisons d'Irak, il était bon, mais là, il a 85 ans, il est plus crédible. Donc, monsieur Berkoff, méfiez-vous. Dans 10 mois, vous n'allez plus être crédible. Moi, je vous adore. Oui, je sais, Nour, et je vous remercie parce que je sais que c'est une très jolie... non, mais vous avez raison. Vous savez, je vais vous dire, il y a un écrivain français qui a écrit la chose définitive là-dessus. Il n'y a que les imbéciles qui ont l'âge de leurs artères. Si vous voulez, Seymour Hersh est un des plus grands journalistes américains. Il a parlé justement, il a pris position, et vous le savez, au moment de la guerre d'Irak, il a été très très violemment contre les autorités de son
son pays, et puis des tas d'autres choses. Et je crois que, en tout cas, c'est quelqu'un qui a un réseau d'informateurs très fort. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas... Monsieur Berkoff, excusez-moi de vous couper. Imaginez, vous êtes en bonne santé, je vous souhaite la bonne santé. Dans 10 mois, vous serez plus crédible parce que vous avez 85 ans. Tout simplement. Non, j'aurai pas encore 25 ans dans 10 mois, non. C'est dans 3 ans, donc j'ai le temps. Ah bon? Oui. Ah bon? Vous faites bien. Non, mais même dans 20 ans, je vous aimerai. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous avez quelque chose entre les oreilles quand on disait RTL à l'époque, quand c'était bon. Une question par rapport à votre invité, M. Amblard, c'est ça? Oui, allez-y. On parlait de la souveraineté de pays. Vous avez parlé de souveraineté d'une manière générale, mais pour moi, un pays souverain, c'est une constitution, c'est une armée, c'est une monnaie, c'est des frontières. On ne peut pas parler de souveraineté dans un pays comme la France. La France que j'adore, je suis immigré comme vous, M. Berkoff, et ça fait 47 ans, la France, c'est moi, mais des choses d'ici, j'ai mal, mais bon, je continue quand même à espérer. Comment on peut parler de souveraineté, sachant qu'on n'a pas de constitution, on n'a pas d'armée, on n'a pas de monnaie, on n'a pas de frontières? C'est ça le problème. Alors, il va vous répondre, c'est intéressant, évidemment, ça dépasse... nous et Maxime Amblard, on arrive, hélas, en fin d'émission, mais vous reviendrez, évidemment. Maxime Amblard, c'est vrai que ça dépasse, évidemment, votre livre, L'Abondance. C'est pas aussi mon domaine de compétence. Non, tout à fait. Non, mais pour revenir à la souveraineté énergétique, puisque ça, vous en parlez, la souveraineté énergétique, et vous l'avez exposé, là, et encore une fois, j'invite à lire votre livre, parce que c'est bourré d'informations et de faits. Mais au fond, ce que vous nous dites en creux, c'est que tout dépend là, non pas vous êtes là, vous montrez les dossiers, vous étalez vous étalez les faits, voilà ce qui se passe, et puis à quelqu'un, vous appelez en tout cas de vos voeux, quelqu'un qui reprenne en tout cas vos observations comme d'autres et qui aille dans le bon sens. De ce que je considère comme le bon sens, mais basé sur des données factuelles. En effet. Mais enfin pour vous c'est votre bon sens. Oui, pour moi c'est la marche à suivre. Pas que pour moi d'ailleurs, ce qui va quand même en me rassurant. Mais après, on est quand même dans un pays qui a encore une certaine capacité de décision. On a délégué un pouvoir décisionnel à l'Union européenne, certes, mais on a quand même un pays qui garde quand même un pouvoir de décision, notamment sur son mix énergétique. Donc il est tout à fait possible en France demain de décider d'un certain mix énergétique, peut-être même d'un certain moyen de le financer et d'y aller. Tout ce qui manque aujourd'hui, on a les moyens. C'est la volonté. On a les moyens politiques de le faire. Après, la volonté politique n'y est pas forcément. Après, si on a les moyens physiques, ça, c'est autre chose. Il nous faut de l'énergie, de la matière première. Et bon, en France, il faut l'importer. Et ça, c'est une autre question. Vaste programme, Maxime Amblard. Mais en tout cas, écoutez les pièces du dossier, lisez les pièces du dossier, c'est déjà pas mal. C'était le face-à-face du mercredi 15 février avec Maxime Amblard pour son livre « Abondance et pénurie » aux éditions Perspective Libre. Merci, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.